Salut! Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Yawaya Robinson commence maintenant. Nous sommes le 16 septembre 2014. Ce jour-là est un jour en apparence comme les autres pour la petite Yawayi 8 ans. À 15h30 après la fin de ses cours, la fillette se hâte de rentrer chez elle car ce jour-là, il pleuvait énormément. Yawayi est une petite fille autonome qui prend toute seule les transports scolaires. Et ce jour-là, c'est d'ailleurs avec l'un de ses cousins qu'elle prendra le car scolaire. Comme lui, elle vit dans un complexe d'appartements en Alabama dont les loyers sont basés sur les revenus. La résidence est connue pour son insalubrité, elle a plutôt une mauvaise réputation. La drogue et la violence sont omniprésentes. C'est dans ce cadre que vit la petite Yawaya avec sa mère, sa grand-mère Brenda, ses frères et sœurs. Malgré la mauvaise réputation de son quartier, Yawayi se sent bien dans cet environnement. Pourtant, peu adaptée à une petite fillette de 8 ans. Elle est souvent dehors sans surveillance à jouer avec les autres enfants du quartier. À la maison, les choses ne sont toujours pas roses. Mais Yawayi est une petite fille joyeuse et pleine de vie. Très rapidement après sa naissance, le 24 septembre 2005, ses parents se séparent. Son père Yawata est un délinquant, il est connu pour agression, possession de drogue et violence. Durant les premières années de sa vie, la petite fille n'aura que très peu de contact avec lui. La mère de Yawayi, de son côté, est très loin d'une mère modèle. Elle multiplie les aventures avec des hommes plus ou moins fréquentables. Ensemble, ils fument de la marijuana, ils boivent de l'alcool et passent leur temps à jouer aux cartes. Elle délaisse donc l'éducation de ses enfants. La petite fille est donc très souvent sous la responsabilité de sa grand-mère Brenda qui vit également avec eux. Mais celle-ci passe son temps à boire devant la télé jusqu'à ce que sommeil l'emporte. Yawayi est donc très souvent libre de ses mouvements. À peine 8 ans, elle n'est que très rarement sur la surveillance d'un adulte. Lorsqu'elle arrive à la maison cet après-midi de septembre 2014, seule Brenda, sa grand-mère, était présente. Enfin, présente physiquement comme d'habitude, elle est plantée devant la télé. Yawayi file dans sa chambre pour changer ses vêtements trempés par la pluie. Quand soudain le téléphone sonna. C'est son père Yawata qui veut lui parler, même si elle n'a pas eu beaucoup de contact avec son père dans son enfance. Depuis quelque temps, il semble vouloir renouer le lien. Du coup, elle passe un peu plus de temps avec lui. D'ailleurs, 4 jours auparavant, il a aperçu sa fille revenant de l'école et il l'avait alors récupérée en voiture. Il lui a offert quelques bonbons avant d'aller la raccompagner chez elle. Et vous verrez que ce détail aura son importance. Au téléphone, son père lui annonce, étant donné que son anniversaire c'est dans 8 jours, il a un cadeau pour elle, 150 $. C'est une somme énorme pour la petite fille de 8 ans vivant dans une famille dont la situation est plutôt précaire. Il lui demande alors de venir le rejoindre chez son cousin qui habite lui aussi dans la résidence. Folle de joie, elle est excitée et après avoir raccroché, la fillette enfile un short vert, un t-shirt Hello Kitty et prévient sa grand-mère qu'elle part retrouver son père chez son cousin. Puis elle claque à la porte. Vers 16h, sa grand-mère ne le sait pas, mais c'est la dernière fois qu'elle verra sa petite fille vivante. Une demi-heure plus tard, alors qu'elle est toujours devant la télé, Brenda, la grand-mère, reçoit un coup de téléphone de Yawata. Il appelle pour savoir où est sa fille car elle n'est jamais arrivée. Brenda, étonnée, lui répond qu'elle est partie le rejoindre. Dans l'heure suivante, son père va appeler encore une deuxième fois pour savoir où est sa fille. Ce qui commence sérieusement à inquiéter sa grand-mère car Yawayi est partie depuis un bon moment. Elle ne sait pas où elle se trouve. Elle aurait dû arriver depuis longtemps, ce n'est pas normal. Elle essaie de raisonner, de se rassurer. Peut-être se trouve-t-elle avec des amis, peut-être a-t-elle fait un détour. De plus en plus inquiète, Brenda commença donc à appeler tout le monde pour savoir si quelqu'un a vu sa petite fille. Des amis, la famille, mais personne n'a vu la petite fille. Elle va également contacter sa grand-mère paternelle car elle a toujours été proche de la fillette. Les heures passent et la fillette est toujours introuvable. À la nuit tombée vers 22h, sa grand-mère Brenda contacta alors la police pour signaler la disparition de sa fille de 8 ans.
Lorsqu'une équipe arriva sur place, la tension est palpable. Yawata, le père, est présent et il est plutôt virulent avec la mère et la grand-mère de la fillette, leur reprochant de l'avoir laissée partir seule. La police interrogea et il raconta qu'il avait donné rendez-vous à sa fille cet après-midi. Là, il a attendu, mais elle n'est jamais arrivée. Elle aurait donc disparu entre chez elle et son cousin. La police va interroger la tante de Yawayi, celle chez qui elle aurait dû être ce jour-là. Mais celle-ci va déclarer que ce jour-là, elle était absente de son domicile. La police interrogea ensuite toutes les personnes susceptibles d'avoir vu la petite fille. Ils vont fouiller les moindres coins de la résidence. Il frappa à toutes les portes, mais rien. Le lendemain de la disparition, des recherches massives sont organisées. Des centaines de bénévoles viennent prêter leur main forte aux policiers. Des chiens pisteurs sont également utilisés. Un hélicoptère viendra également apporter son renfort, mais toujours aucune trace de la petite Yawayi. Le FBI se saisit alors de l'affaire qui commence à être médiatisée dès le jour suivant. Les parents d'Yawayi vont faire une apparition télé dans laquelle ils vont demander de l'aide. Le public ne le sait pas encore, mais les policiers regardent de plus en plus du côté d'une personne en particulier. Il s'agit du père de la fillette. Ils l'interrogent plusieurs fois et ils vont remarquer qu'au fur et à mesure, il se montre de plus en plus nerveux. Il se contredit sur certains détails et finit par refuser de collaborer avec la police. Le 18 septembre, soit 2 jours après la disparition de Yawayi vers midi, un ouvrier des travaux publics qui participe aux recherches retrouve dans un champ abandonné servant de décharge sauvage le corps d'une petite fille correspondant au signalement de Yawayi. La scène est extrêmement choquante. La fillette est couchée sur le dos au milieu des ordures, son t-shirt est relevé au-dessus de son nombril et son short ainsi que ses sous-vêtements sont baissés sur ses chevilles. La police est immédiatement prévenue et elle ne tarde pas à arriver sur les lieux. Il s'agit bien de la petite Yawayi. La fille est décédée depuis au moins 24 heures. Les premières constatations révèlent que la pauvre enfant ne présente aucune trace de blessure apparente. La cause de la mort est donc prime abord difficile à déterminer étant donné que de la façon dont elle est dénudée, les enquêteurs pensent immédiatement qu'elle a certainement été abusée sexuellement. À proximité du corps de la fille, ils vont également retrouver des tresses de cheveux arrachés. La fille avait des cheveux tressés et décorés de perles transparentes et vous verrez que ce détail aura son importance car sur la chaussée à côté du terrain, ils vont également retrouver une pelle transparente et du ruban adhésif noir. Près de ce terrain abandonné, il y avait également une maison délabrée qui est aussitôt fouillée et passée au peigne fin par les forces de l'ordre. À l'intérieur, il y avait seulement un vieux matelas posé au sol. Pensant que c'est peut-être le lieu de l'agression, des prélèvements sont effectués dans l'espoir d'obtenir quelques informations. L'annonce de la découverte du corps de la petite Yawayi va bouleverser la communauté. L'autopsie révélera que la fille a été abusée sexuellement juste avant sa mort et qu'elle est morte des suites d'une asphyxie positionnelle. C'est-à-dire que pendant l'acte, elle a été forcée, contrainte, elle a été maintenue si fort, si longtemps qu'elle s'est asphyxiée. Du sperme a également été retrouvé dans son corps, mais aucun ADN n'a pu être extrait car en raison du temps, il pleuvait énormément ce jour-là et par contamination à cause des autres déchets, les prélèvements étaient trop difficiles à analyser. Ils étaient trop pollués. Dans le cadre de l'enquête, les policiers vont examiner les caméras de surveillance présentes aux alentours pour essayer de trouver un indice, une piste. Sur les enregistrements des caméras d'une petite supérette se trouvant à proximité de la résidence de la fillette, ils vont remarquer quelque chose d'étrange. À 16h03, soit quelques instants après que la petite fille ait quitté le domicile familial, une voiture pick-up de couleur rouge est filmée au coin de la rue. Juste après, de ce côté-là, on peut apercevoir Yawayi à pied marchant sur le trottoir. La fillette entre dans la supérette où elle achète des bonbons et du beurre de cacahuète.
Alors qu'elle fait la queue pour passer en caisse, on peut la voir discuter brièvement avec une dame qui, elle, fait aussi la queue et après avoir effectué ses achats, on peut la voir sortir du magasin et se diriger à l'endroit où était garé le pick-up rouge. À 16h11, après qu'elle disparaît des champs de vision de la caméra, on aperçoit le fameux pick-up repasser en sens inverse comme s'il repartait. Les policiers interrogea alors les proches de la famille et apprennent par Brenda, la grand-mère, que ce jour-là, Yawayi n'avait pas d'argent. Si elle a pu acheter des bonbons, c'est que quelqu'un lui a donné de l'argent, sûrement le conducteur du pick-up. On en déduit les enquêteurs, la dame avec qui elle avait parlé sera rapidement retrouvée. Elle racontera avoir échangé quelques banalités avec la fillette qui semblait joyeuse et pas du tout effrayée. Les enquêteurs concluent alors que la personne qui lui a donné cet argent afin qu'elle puisse acheter des sucreries, c'est certainement quelqu'un qu'elle connaît. Une personne en qui la petite Hawaii avait entièrement confiance. Malheureusement, les images de surveillance sont trop mauvaise qualité pour réussir à lire la plaque d'immatriculation du pick-up ou encore réussir à identifier précisément le conducteur. Cependant, les policiers apprennent que la nouvelle compagne de Yawata, avec qui il vit depuis quelques mois, est propriétaire d'un pick-up rouge identique à celui des images de surveillance. Il se rendit donc chez elle et cette dernière dira que ce jour-là, c'est bien Yawata qui conduisait sa voiture. Les policiers obtiennent alors son autorisation pour fouiller le véhicule. À l'intérieur, ils retrouvent une perle de cheveux transparente qui est identique à celle portée par Yawayi. Ils vont également retrouver du ruban adhésif noir identique à celui retrouvé près du corps de la fillette. La maison dans laquelle il vit avec sa compagne est également équipée de caméras de vidéosurveillance et le visionnage des images va troubler un peu les enquêteurs. Le jour de la disparition, Yawata quitta la maison à 15h20. Au volant du pick-up rouge, il revient vers 19h01 et gare la voiture devant le garage. On le voit ensuite sortir du pick-up tenant dans la main un pantalon d'homme qui prend bien soin de maintenir loin de lui comme pour éviter tout contact. Il se rend ensuite dans la buanderie pour y mettre le pantalon dans la machine. Malheureusement, ce pantalon ne sera jamais retrouvé par les enquêteurs. Au cours de cette fameuse soirée, les images de surveillance montrera qu'à plusieurs reprises, il fera des allers-venues jusqu'au véhicule. Les taux se resserrent donc encore plus autour de lui. Mais aux yeux des enquêteurs, il n'est pas le seul suspect possible. Comme je vous l'ai dit, dans la résidence où vit la famille de Yawayi, il y a très peu de personnes dignes de confiance. La fillette a bien pu faire une mauvaise rencontre, tomber sur quelqu'un de très peu fréquentable, animé par de terribles décès. Ils vont donc se pencher sur une autre personne gravitant autour de la fillette, le compagnon de sa mère. Il y sera interrogé, il est connu pour être toxicomane et violent. Il connaissait bien la fillette, elle aurait pu, selon les suppositions de la police, le suivre en toute confiance. Mais celui-ci, après quelques vérifications, est très rapidement mis hors de cause. En attendant les résultats des prélèvements pour voir s'ils réussissent à obtenir un ADN concluant, les policiers vont prélever l'ADN de 200 personnes différentes. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, en vain car l'échantillon prélevé sur la fillette était trop pollué pour que les policiers puissent mettre en évidence un quelconque ADN. Pendant ce temps-là, la communauté, sous le choc de cette terrible disparition, décide de nettoyer le terrain vague sur lequel Yawayi a été retrouvé et à la place de cette zone sans vie, mettre un grand mémorial et dresser en hommage de la fillette. Nombreux sont ceux qui s'y pressent pour déposer une peluche, des fleurs et un petit mot. Sachez que quelques temps plus tard, ce terrain sera transformé en parc où plusieurs événements seront organisés en hommage de la pauvre petite fille. Le samedi 27 septembre 2014, soit 3 jours après ce qui aurait dû être le 9e anniversaire de la fillette, une foule vient assister à ces obsèques. Les centaines de personnes sont présentes pour lui dire un dernier au revoir et pour soutenir sa famille dans cette terrible épreuve. Le 16 décembre 2014, soit 3 mois après la disparition, son père est arrêté et inculpé de meurtre au premier degré.
Pour la famille de la fillette, encore sous le choc de cette terrible disparition, les révélations faites lors du procès vont extrêmement être éprouvantes. Savoir que la petite fille est morte dans de telles circonstances est déjà difficile, mais se dire que c'est un membre de la famille, son propre père, qui lui a fait ces horreurs est encore plus dur. Le lendemain de son arrestation, lors de l'audience préliminaire, les détails de la mort de la petite fille, encore jamais dévoilés au public, vont être évoqués. Certains membres de la famille ne vont pas le supporter, ils seront obligés de sortir de la salle d'audience. Hiawatha va plaider non coupable et il sera renvoyé en prison avec une caution de 500 000 $. Pour l'avocat de la défense, il n'y a aucune preuve reliant son client au corps de la fillette. Son ADN n'a pas pu être identifié. Le pick-up rouge n'a pas pu être formellement identifié car les images ne permettent pas de relever la plaque. Concernant la perle transparente retrouvée dans le pick-up, la compagne de Hiawatha a affirmé que ses nièces, qu'elle prenait parfois en voiture, portaient les mêmes. Rien ne prouve donc que ce sont celles de la victime. Du côté de la famille, certains ont du mal à croire que Hiawatha ait pu faire une telle chose. Du côté du père, beaucoup pensent que la fillette vivait beaucoup entourée d'adultes délinquants. N'importe qui aurait pu s'en prendre à elle, d'autant plus qu'elle était souvent sans surveillance. Mais pour le procureur et les enquêteurs, toutes les preuves pointent vers le père de la fillette. C'est en septembre 2015, soit près d'un an après le drame, que s'ouvrit le procès. Nombreux sont ceux qui témoignent dans les deux camps. La défense, comme prévu, mit l'accent sur le manque de surveillance de la fillette et l'environnement instable dans lequel elle vivait. Les avocats parlaient des amis de la mère qui venaient souvent boire et fumer chez elle. La consommation de drogue et d'alcool de la mère et de la grand-mère fut d'ailleurs évoquée. Pour la défense, il n'y avait aucune preuve directe reliant Hiawatha et le corps de sa petite fille. Son ADN n'a jamais été retrouvé dans le pick-up. Les analyses ADN faites sur la fille ne donneraient rien non plus. Seul le ruban adhésif retrouvé dans la voiture correspondait à des fibres de celui retrouvé près du corps. Sur les vêtements de Yawayi, la police avait prélevé un petit peu de sperme, mais là encore, ils n'ont pas pu établir de profil. Selon le médecin légiste, ce n'était pas la première fois que la fille était abusée. Cette révélation heurta toute l'assemblée. Son corps présentait d'anciennes traces d'abus. Souvenez-vous que depuis quelque temps, son père la voyait plus souvent. Il l'avait d'ailleurs récupérée quelques jours avant sa disparition sur le chemin de l'école. Dans la famille, personne n'avait soupçonné que la fillette était abusée. Elle ne s'était jamais confiée à personne à ce sujet. Finalement, Hiawatha a été reconnu coupable et condamné à 100 ans de prison. Jusqu'à la fin, il a clamé et crié qu'il était innocent. Il a même déclaré au juge « Je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. Regardez bien mon visage, on se reverra. » Ce à quoi le juge a répondu « La seule fois où nous nous reverrons, vous serez entre les 4 murs. » Il a ensuite déclaré qu'il ferait de tout son possible que Hiawatha reste toute sa vie en prison, sachant qu'il sera éligible à une libération conditionnelle en 2030. Aujourd'hui, la famille de la fillette essaie tant bien que mal d'avancer. Sa grand-mère Brenda est désormais décédée et sa mère de son côté a refait sa vie. Elle a eu une autre fille. C'est ainsi que notre histoire se finit ici. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo.